Carl, Amanda, Émilie, bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Bon, Carl, vous êtes à Montréal ce soir pour animer le premier débat entre les candidats à la direction du NPD. On va parler de ça dans un instant. Mais d'abord, je vais vous entendre sur les développements des dernières heures. Mark Carney qui se rapproche de Danielle Smith, mais qui perd un ministre. Carl, est-ce qu'il termine la journée en meilleure posture ou pas, selon vous? Peut-être en meilleure posture, oui, parce que Danielle Smith était toute une épine dans le pied. Jusqu'à un certain point, certains considéraient Stephen Guilbeault comme une épine dans le pied aussi. N'en demeure pas moins que pour l'image écologique de ce gouvernement, là, évidemment, c'est le pire des symboles. C'est quand même une nouvelle qui m'a surprise, Mathieu, parce que jusqu'à maintenant, Stephen Guilbeault, même hier à la Chambre des communes, là, défendait avec férocité son gouvernement. Et ce pipeline-là, vous l'avez entendu, il n'existe pas. Il n'est que sur papier. Les conditions qui sont en place ne seront pas rencontrées, en tout moins tant et aussi longtemps que le gouvernement du NPD sera en place en Colombie-Britannique et que les Premières Nations, évidemment, s'y opposeront. Alors, pourquoi on a choisi ce moment-ci? Pourquoi c'est la goutte qui a fait déborder le vase? C'est difficile à expliquer, mais clairement, pour Stephen Guilbeault, c'était la fin en tant que ministre, mais il demeure un bon libéral. Oui, c'est ça. Il ne quitte pas complètement le caucus, là, demeure quand même un député libéral. Est-ce que c'était, Amanda, un bon calcul politique, vous pensez, du gouvernement Carney, cette entente-là aujourd'hui? Je pense que oui, mais c'est quand même dommage de perdre un ministre. J'étais justement au gala de la FCFA du 50e anniversaire hier soir et il était là et il avait vraiment pas l'air de quelqu'un qui s'en allait. Mais en politique, on le sait, c'est le front uni jusqu'à la fin. Je pense que c'est quand même dommage, mais en même temps, c'est un homme de conviction et on doit respecter ça. Mais ça m'a quand même surpris parce que c'est simplement un protocole d'entente. Mais quand j'ai lu sa lettre, ça l'explique que c'est vraiment une accumulation. Donc, je pense qu'il était inconfortable dès le début. Et ça, vraiment, c'est vraiment la façon dont il veut partir du cabinet. C'est ça. C'est vraiment, dans ce cas-ci, la goutte qui a fait déborder le vase. C'est cette annonce qu'il y a eu aujourd'hui, mais on sent que le vase, effectivement, était pas mal plein depuis un petit bout de temps. Ça vous a surpris, ça, Émilie, ou pas? Je dirais une demi-surprise, parce que souvent, on s'attend à ce qu'un ministre ne se retire pas. On se dit, ultimement, même s'il doit piler, comme on dit en bon français, sur certains de ses principes, il va finir par rester. Mais là, bon, il décide de s'en aller. C'est un peu logique parce que le gouvernement Carney, depuis ses tout débuts, là, en avril dernier, il ne fait que des reculs sur la question environnementale. Et là, c'est sûr que je pense que pour M. Guilbeault, ça a été la cerise sur le sundae, cette entente, parce que cette entente pour un oléoduc, ça vient aussi avec une abolition du plafond des émissions de GES pour toute l'industrie pétrolière aussi. Ça vient également avec ça. Et ça, c'était un règlement qui avait été passé en 2024 par M. Guilbeault, qui n'était pas encore entré en vigueur, mais tout de même, ça vient annuler une décision que M. Guilbeault avait faite sous Trudeau en 2024. Alors, je ne suis pas tellement étonnée. C'est une perte nette, par exemple, parce que c'était le lieutenant du Québec aussi. Donc là, il faudra voir qui le remplacera comme lieutenant du Québec. Il faudra voir. J'ai bien hâte de voir ça. Et d'autre part, ben c'est certain qu'on voit que Mark Carney essaie de faire la paix un peu avec l'Alberta, parce qu'on se souvient que c'était à couteau tiré avec le gouvernement Trudeau. Mais à quel prix? Là, la Colombie-Britannique se braque, n'est pas d'accord avec cet oléoduc. Alors, il y a bien des débats en vue. Oui, et il y a d'autres députés aussi libéraux à l'intérieur, notamment de la Colombie-Britannique, qui se posent peut-être des questions par rapport à ce fameux pipeline. On aura l'occasion de s'en reparler. Bon, Carl, je veux que vous me parliez du débat de ce soir. Débat à la direction du NPD, 5 candidats qui parlent à peu près pas français, mais c'est un débat en français. C'est vous qui animez ça. Comment ça va se passer? Oui, ça va être un débat bilingue plus qu'en français, là, même si on va tenter de le conduire de manière majoritairement bilingue. Vous avez raison, Mathieu, parmi les 5 candidats, on n'est pas tous très fluides en français. Alors, il faudra voir. C'est une première opportunité pour ces candidats, ces candidates de se faire valoir auprès des Québécois, auprès des membres du NPD au Québec. Ils ont la chance de le faire ce soir, mais effectivement, la qualité du français pourrait rendre les choses difficiles pour certains, tout le moins faire passer leur message. Oui, on leur a demandé d'ailleurs à ces candidats et candidates d'évaluer eux-mêmes leur niveau de français. Il y en a certains qui se sont donnés 1 sur 10, d'autres qui se sont donnés 10 sur 10, mais pour l'effort, pas nécessairement pour le résultat. Ouais, c'est ça. J'ai bien hâte de voir comment vous allez faire le débat, Carl. Sur le fond des choses, oui, c'est ça. Sur le fond des choses, Émilie, est-ce que avec ces candidats-là, est-ce qu'on peut devenir chef d'un parti fédéral et aspirer peut-être à devenir premier ministre sans parler français?
Aspirer à devenir premier ministre, c'est extrêmement difficile. On l'a vu avec Mark Carney, qui avait tout juste la note de passage, probablement à 6 sur 10. Il s'est débrouillé. Il avait autre chose dans le CV. C'était quelqu'un qui était déjà extrêmement connu, que ce soit des anglophones ou des francophones au pays, de par ses anciennes fonctions à la Banque centrale. Donc, c'est complètement différent. Là, on a des candidats qui, dans le monde francophone, ne sont pas connus du tout. C'est une bonne chose qu'il y ait un débat à Montréal parce que ça va donner à tout le moins un peu de visibilité à cette course au Québec et auprès des francophones canadiens. Parce qu'à date, ça ne percole pas beaucoup, cette course-là, probablement parce que, justement, ces gens-là, on les connaît très peu dans le monde francophone et ils ne parlent à peu près pas ou presque pas français. Mais je pense qu'on ne peut pas aspirer sérieusement à devenir premier ministre si on a une note de 20 ou de 0 en français. Oui, parce que certains d'entre eux ne parlent pas du tout français. Justement, Amanda, comment vous voyez ça? Bon, évidemment, peu importe qui va être choisi à la direction, on a encore du temps pour apprendre le français, là, mais ça part moins bien, disons. Oui, je pense que c'est dans des moments comme ceux-ci qu'on apprécie vraiment, on regarde en arrière et apprécie vraiment, comme Jagmeet Singh ne parlait pas super bien français, mais il a fait un effort énorme. Il prenait des cours de français intensifs pour bien parler le français. Et c'était pas parfait, mais c'était vraiment impressionnant pour quelqu'un qui est parti de presque rien. Et je pense que ça démontre que ça se fait. On l'a peut-être pas apprécié dans les dernières années, mais je pense que si l'une de ces personnes-là est élue chef, il va y avoir beaucoup de pinces à la planche dans les prochains mois. Et surtout pour percer au Québec et dans les communautés francophones ailleurs au Canada. C'est pas juste le Québec, il y a quand même le Nouveau-Brunswick, il y a des communautés dans le nord de l'Ontario, dans l'est de l'Ontario. Donc, moi, je pense que c'est nécessaire. Et là, je retourne à vous, Carl. Là, c'est le premier débat. Il y en aura un autre. Et rappelez-nous, c'est quand le choix du chef? Le choix du chef se fait au mois de mars à Winnipeg. Évidemment, c'est le NPD a un vote universel des membres, donc c'est un congrès, mais c'est pas un congrès de type délégué. Donc, il reste quelques mois pour se faire connaître et peaufiner le français peut-être, mais sincèrement, le NPD a aussi beaucoup d'autres défis autres que celui de la langue du futur ou de la future chef. Oui, oui, absolument. Beaucoup de pain sur la planche, pour reprendre l'expression d'Amanda. Au Québec, le gouvernement de François Legault continue ses efforts pour renforcer la laïcité. Un projet de loi déposé aujourd'hui comprend plusieurs mesures, certaines qu'on connaissait déjà, d'autres qui sont nouvelles. On va regarder ça ensemble, notamment obligation pour tout le monde dans les centres de la petite enfance jusqu'à l'université d'avoir le visage découvert, interdiction du port de signes religieux dans les CPE, interdiction des locaux de prière dans les institutions publiques et également, on interdit les prières de rue, ça avait été déjà annoncé, et des accommodements religieux qui seront plus faciles à refuser. Par exemple, une personne ne pourra plus exiger d'être servie uniquement par un homme et c'est la fin des menus exclusivement religieux dans les institutions publiques. Ça fait réagir tout ça. Écoutons. Moi, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu des prières de rue à Tadoussac, j'en ai pas vu à la Malbaie. On sent bien qu'avec tous les problèmes que ce gouvernement-là vit actuellement, il cherche à détourner l'attention et malheureusement, ça se fait sur le dos des minorités. On a fait un référendum auprès des membres avec 3 sujets. Magie, ça se retrouve dans ce projet de loi aujourd'hui. Alors, vos premières impressions, est-ce qu'on avait besoin de ce projet de loi? Est-ce qu'on prépare le terrain pour la prochaine campagne électorale, Émilie? Politiquement, en tout cas, le gouvernement a senti le besoin d'aller d'Amile-Pion sur le terrain du Parti québécois. Donc, d'Amile-Pion au Parti québécois. Parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, on l'a entendu, hein, on avait voté avec nos membres sur 3 propositions et comme par magie, ça se retrouve dans le projet de loi. Bon, sondage après sondage, tout ce qui concerne la laïcité, c'est très populaire. Hein, tout ce qui concerne la protection de la laïcité. Donc, le gouvernement de la CAQ va vers les sondages et organise déjà sa campagne électorale avec ce projet de loi. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire ou pas? C'est sûr que quand j'entends des personnes qui disent « bien, ça n'existe pas au Québec bien non. Hein? Toutes les fois où on reproche aux politiciens hein, de ne pas agir proactivement, bien là, c'est ce que la CAQ fait sur plusieurs sujets. Notamment, il y en a qui disent « c'est-tu nécessaire d'aller jusque dans les menus? Hein? » On a vu là, que les menus dans les institutions publiques ne peuvent plus être exclusivement basés sur des rites religieux ou des choses comme ça. Mais en même temps, on prévoit des choses pour
pour l'avenir et c'est ce que le législateur devrait faire normalement. Mais là, le gouvernement ouvre beaucoup de fronts là, parce qu'on touche là, du CPE à l'université. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Dans les universités, ça risque de ne pas passer comme lettre à la poste parce qu'il y a des traditions de liberté religieuse qui sont déjà établies avec des lieux de culte également. Donc, le gouvernement ouvre beaucoup de fronts. En plus d'être déjà en guerre contre les syndicats et les médecins, encore beaucoup de débats à venir. Oui, tout ça à même pas un an des prochaines élections. Amanda? Oui, alors je pense que la CAQ voit les autres partis, les partis d'opposition un peu tous dans le chaos et se dit, il y a encore une chance de sauver les meubles. Et qu'est-ce qui est populaire? Et c'est vraiment, il retourne à ça, les valeurs, l'identité québécoise, les valeurs québécoises. Et comme Émilie dit, c'est populaire. Donc, je pense qu'eux voient l'occasion de vraiment montrer qu'eux sont le parti qui peuvent avoir les conversations difficiles et qui vont défendre ces valeurs-là. Donc, je pense qu'ils voient l'opportunité. De peut-être faire des gains, faire remonter cette aiguille des sondages. Carl? Oui, bien, c'est ce qu'on veut faire et on casse du sucre sur l'autre encore parce que c'est payant politiquement et c'est malheureux. Et l'un des problèmes, c'est qu'on sait qu'on perdrait devant les tribunaux. Donc, on invoque la clause dérogatoire en partant. Pendant ce temps-là, la laïcité de l'État, bien, on ne l'applique pas sur certaines des créatures du gouvernement. Il y a à peu près le 2/3 des municipalités au Québec qui s'appellent Saint quelque chose, Sainte Madame, Notre-Dame. Je veux dire, il y a là-dedans une hypocrisie, moi, depuis le début de ce débat-là, que je trouve répugnante, sincèrement. OK. Bon, le mot est dit. Je vais vous entendre avant de se laisser. Petit clin d'œil à Louis Plamondon, qui est devenu cette semaine le député fédéral qui a siégé le plus longtemps sans interruption à la Chambre des communes. On parle de 15 000 journées de suite sans prendre de congé. Il a été élu pour la première fois en 1984. Écoutons l'hommage qu'il a reçu. Il a dit samedi soir, je vais donner 300 poignées de main. Quand j'arrive à 10 h chez moi, je dirais, oh, j'aimerais ça prendre un café avec quelqu'un, je ne sais pas qui appeler, tu sais. Parce que ça t'éloigne du quotidien amical, là, tu sais. Oui, ça, c'est extrêmement touchant. Un gars qui est là, super populaire depuis 40 ans, mais qui retourne chez lui tout seul. Le secret pour durer en politique, Émilie? Résilience. Ouais. Résilience et passion de servir pour les gens. Je pense qu'il avait ces deux qualités-là, mais on s'en sort pas pendant autant de temps sans beaucoup de résilience parce qu'il y a beaucoup d'épreuves sur le chemin. Et il y a un prix à payer, comme il l'a dit dans sa vie personnelle également. Donc, résilience et passion profonde pour les gens, pour les servir. Oui, c'est quand même quelque chose. Amanda? Oui, je pense de toujours se souvenir pourquoi on s'est embarqué en premier lieu. Ça, c'est vraiment important parce que les journées sont difficiles et je peux croire qu'en 40 ans, il y a eu des journées difficiles, M. Plamondon, et surtout pour le Bloc québécois, c'est rare qu'on voit des sièges aussi sécuritaires, aussi que le Bloc continue de gagner constamment. Donc, je pense qu'il a quand même fait un excellent travail. Oui, et vous savez quoi? À 82 ans, il nous dit, écoutez, je serai encore là lors de la prochaine campagne si la santé le veut toujours. Carl? Oui, les étoiles se sont alignées pour lui. Hein. Ça prend un peu de chance aussi en politique des fois pour durer. Le bon parti, dans le bon comté, on a fait le travail et on continue de gagner. Alors, il a trouvé la bonne formule, mais c'est pas facile à répliquer pour les autres. Non, absolument. En tout cas, le chemin va être difficile à battre. C'est le précédent record, c'était Wilfrid Laurier, rappelons-le, qui l'avait. Là, c'est Louis Plamondon. Est-ce que quelqu'un d'autre va réussir à faire 15 000 et plus journées de suite à la Chambre des communes? On verra bien. On vous laisse aller, Carl, Émilie, Amanda, merci beaucoup. Bon débat ce soir, Carl. On va regarder ça. Oui. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir.